Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Merci de votre fidélité, merci au public qui est avec nous et à nos invités. Nous recevons ce soir Abdouhaf Al-Saoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fondation Raj. Avec nous également le journaliste Ali Bourlef, merci d'être venu, et l'avocat Saïd Zahi, merci d'avoir accepté notre invitation, maître. Merci. Alors, c'est la tradition qui est revenue au CPP. On commence toujours par l'image de la semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence avec vous, Ali Bourlef. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de la semaine écoulée? Bon, il y a eu beaucoup d'événements, mais je pense que c'était surtout l'interview du chef de l'État, où il a éludé les questions politiques et sociales, où on avait l'impression que l'Algérie n'avait aucun problème. Abdouhaf Al-Saoui, l'image de la semaine. L'image de la semaine, à part ce qui s'est passé aujourd'hui avec le RACH, le verdict, bon, ce qui m'a marqué, c'est la déclaration de l'entraîneur de l'équipe nationale quand il dit « Voilà, faites tout, mais laissez-moi critiquer ». Donc la critique, on ne peut pas construire une société sans qu'il y ait l'esprit critique, sans donner cette opportunité aux Algériens d'exercer leur citoyenneté. J'ai l'impression que Jamal Belmadi est le seul aujourd'hui autorisé à critiquer. Oui, en quelque sorte, mais il faut que ça se généralise au niveau national, parce qu'on ne peut pas construire une démocratie sans la critique. L'image de la semaine, maître Zahi. كاين هناك مجموعة كبيرة من الصور خاصة ألفناها بالنسبة للمتابعات والأحكام القضائية، لكن الصورة التي فاجأتني وأتأسف لها كثيرا ودولة مثل الجزائر هو الخطاب الرديء ولغة الخطاب الكارثية للسيد الرئيس في مقابلته الصحفية. Merci à vous. Donc, vous l'avez dit, Monsieur Al-Saoui, ce qui a marqué les esprits aujourd'hui, c'est la décision de la justice du tribunal administratif qui a décidé aujourd'hui de prononcer la dissolution de l'association Raj qui existe depuis plus de 20 ans. Honnêtement, est-ce que vous vous attendiez à cette décision, ou est-ce que vous vous dites à la dernière minute, non, peut-être qu'on pourra éviter cela? Bon, c'était prévisible, le fait que le ministère de l'Intérieur a introduit une requête qui demande la dissolution. Bon, on connaît très bien la tradition de la justice algérienne, donc il est très difficile à ce que la justice désavoue la requête du ministère de l'Intérieur. Mais nous, de notre nature, au sein du RAJ, on a tout le temps ce sentiment d'être toujours optimiste, d'avoir toujours de l'espoir. C'est ce que nous avons appris déjà dans cette association. On s'est dit peut-être il peut y avoir miracle que finalement les décideurs le régime en place ou ceux qui ont initié cette procédure, ils vont s'autosaisir de dire attends, peut-être à la dernière minute ils vont changer d'avis, mais malheureusement voilà, donc il y a la décision de dissoudre cette association qui a exactement plus de 28 ans d'existence et de lutte et de résistance pour la citoyenneté, pour la liberté et la démocratie en Algérie. Une association qui a pris part pour le Hirak depuis le début, Ali Bourlef. La dissolution a été prononcée finalement aujourd'hui par la justice. Est-ce que c'est le chemin normal de la répression qui se poursuit? Pour avoir assisté à plusieurs procès ces derniers temps, notamment d'activistes du Hirak, d'hommes, de femmes politiques et de certaines personnalités, je peux vous dire que la décision était pour moi très attendue, tout simplement parce que ça rentre dans la logique du système de faire taire toutes les voix discordantes. C'est, je pense, Maître Zahi va me corriger si je me trompe, la deuxième fois qu'une telle décision est prononcée en Algérie par la justice algérienne. La première, ça a été, bien sûr, je ne fais pas de comparaison entre le FIS et Raj, mais c'est la deuxième fois qu'une organisation a été dissoute, soi-disant, par décision de justice. Je pense que c'est un message aussi qui est lancé aux autres organisations et partis politiques pour leur dire que voilà ce qui vous attend si vous continuez à militer. Je rappelle tout de même qu'il y a deux organisations politiques, deux partis politiques, donc l'UCP de Mme Assoul et le PST, qui sont sous la menace de dissolution à peu près de la même manière que l'association Raj. Il y a une requête qui a été déposée par le ministère de l'Intérieur auprès du Conseil d'État, c'est ça, pour les dissoudre. Et l'affaire est suspendue pour l'instant parce qu'ils sont en sursis politique, pas juridique bien sûr. Mais je pense que c'est une menace qui est lancée à tous les activistes algériens, tous les opposants, pour leur dire voilà, si vous avancez, il y a un groupe qui a été classé terroriste, donc deux entités qui sont classées terroristes, et les autres,
on va vous appliquer ce qu'ils considèrent être une justice. Ça confirme aussi une autre chose que vient de dire M. Felsaoui, c'est que lorsqu'une décision ou une requête vient du pouvoir politique, évidemment que la justice, les juridictions qui sont chargées de soi-disant appliquer la loi font plaisir, entre guillemets, à l'autorité administrative ou politique. C'est ce qui vient de se passer, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui a demandé. Il n'y avait absolument pratiquement pas de doute à ce que les juges acceptent la requête du ministère de l'Intérieur. Et malheureusement, ce qui va se passer avec toutes les autres organisations si jamais les requêtes aboutissent. La dissolution de Raj, Maître Zahi, c'était attendu. D'abord, première question, est-ce que c'était attendu? Et deuxième question, maintenant, que peut faire l'association pour contrecarrer cette décision? أولاً أتأسف كثيراً لهذا القرار بالرغم من أنه قرار عن المحكمة الإدارية حكم ابتدائي قابل الجمعية ما زال لها فرصة أنها تستأنف هذا الحكم أمام مجلس الدولة لكن من ناحية سياسية وما هو يحدث في الجزائر فأنا هذا التناقض الكبير في ممارسات السلطة في خطابها وفي الإجراءات التي اتخذتها وإن عشنا تحضير واستفتاء دستوري يكرس وبتصريح كل السلطات الجزائرية أنه يكرس الحريات والعمل الجمعوي والعمل السياسي لكن في الواقع شيء آخر. هذه الجمعية موجودة منذ 28 سنة واطلعت على قانونها الأساسي فهي تعمل في إطار قانون لم تخالف القانون وقدمت الكثير خلال كل هذه السنوات. هل حل هذه الجمعية يفيد المجتمع المدني في الجزائر؟ يفيد السلطة؟ هذا السؤال مطروح. لماذا تحل هذه الجمعية؟ هل يريدون إلا جمعيات التي ألفناها تطبل كل حملة انتخابية بدون خطة بدون وجود حقيقي؟ هذه الجمعية موجودة. كان المفروض الخطاب الجديد والتعديلات اللي تكرس العمل الجمعوي نساعدوا ونشجعوا الشباب في الجزائر على تكوين جمعيات أخرى. أما الحل فأعتقد أننا في طريق مسدود وكل الخطوط الحمراء تجاوزها النظام وكل شيء غلق تام للمسيرات للتظاهر للحريات لحرية التعبير على مستوى الجمعية ما عندهاش حتى فرصة أنها تخرج في قنوات من المفروض هذه تعطى لها فرصة في القناة العمومية لشرح أهداف هذه الجمعية ولماذا تم هذا الحل هذا؟ من المستفيد؟ سؤال دائما يطرح. سؤال في القانون كم من وقت ممكن أن يستغرق الاستئناف في هذه القضية؟ استئناف على مجلس الدولة كما تعرفون قضايا قد تطول. المشكلة أنه حكم المحكمة الإدارية نافذ بمجرد برغم وجود استئناف إلا أنه ينفذ مما سيحرم الجمعية من نشاطاتها من إمكانية ترتيب أمورها يعني شيء غير مقبول إطلاقا. Mais vous avez donc non seulement décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif, mais aussi faire appel de l'exécution, surseoir à l'exécution de cette décision. Alors comment ça se passe exactement? Bon, exactement. Tout d'abord, juste avant de répondre à cette question, dans le même sillage, c'est que aujourd'hui c'est décevant. C'est décevant parce que le peuple algérien est sorti un certain 22 février 2019 pour le changement, pour qu'il y ait un état de droit, un état démocratique, un état où les libertés, toutes les libertés sont respectées. Donc juste après ce mouvement qui a suscité l'admiration du monde entier, qui veut le changement, ils vont nous faire revenir bien avant 88. Donc aujourd'hui, on voit que ce sont des acquis démocratiques arrachés par la lutte des générations de militants depuis l'indépendance à ce jour. C'est des acquis concrétisés sur le terrain après la révolte d'octobre 88. Donc aujourd'hui, c'est un recul énorme en matière de liberté démocratique. C'est vraiment très inquiétant ce qui se passe quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la presse, ce qui se passe aujourd'hui avec les partis de l'opposition et la dissolution de l'association Raj, qui est très connue. Ça fait 28 ans d'existence, de travail sur le terrain. Elle a travaillé durant la guerre, les années 90. Elle était sur le terrain malgré le climat de l'époque, la terreur et le terrorisme. Donc elle a travaillé pour la paix. Après, elle a continué à travailler à sensibiliser les jeunes. Donc dissoudre même le rôle de Raj durant le Hirak. Le Raj durant le Hirak était
Parmi d'autres, elle n'était pas la seule, mais avec d'autres associations et d'autres militants, on a fait un travail extraordinaire pour rassembler, pour encadrer, pour faire des propositions concrètes de sortie de crise pacifique et consensuelle. Donc aujourd'hui, l'association, dans un État qui se respecte, dans un État démocratique, il mérite d'être remercié, d'être encouragé et non d'être dissoute. Nous avons besoin aujourd'hui, l'Algérie, pour relever le défi, sortir de cette crise profonde et multidimensionnelle, nous avons besoin des dizaines, même des centaines d'associations comme RAJ dans les différents domaines. Donc, pour nous, donc vous avez parlé de cette décision, on la refuse parce que nous sommes des militants convaincus. On n'a pas à rougir de ce que nous avons fait. Nous assumons ce que nous avons fait. Nous croyons à ce que cette association, dissoudre cette association, c'est un peu de fermer une voie d'espoir pour la jeunesse algérienne. Parce que le RAJ, pour moi, ce que j'ai appris, c'est de donner l'espoir à cette jeunesse qui se cherche, à cette jeunesse qui a perdu des repères. Donc donner cette lueur d'espoir d'exister, de lutter pour ses droits et de s'imposer en tant que citoyen et en tant que force de proposition et acteur. Donc c'est un recul énorme, comme il vient de dire, c'est une menace, c'est un message transmis à tout le monde, de dire voilà, personne n'est à l'abri, et il y a cette volonté de faire taire toute voix discordante et toute expression libre. Donc sur la question que vous avez posée, effectivement, nous, on va suivre toutes les procédures légales. On va faire appel au niveau du Conseil d'État, ça c'est clair. Mais aussi, comme le jugement ça veut dire sera exécuté sur place, on va faire aussi une demande du surseoir pour surseoir l'exécution du jugement. Et j'espère que les autorités, le pouvoir en place, ils vont s'autosaisir que ce qu'ils sont en train de faire est grave et ils portent atteinte à l'unité nationale, il porte atteinte à la liberté d'association qui est l'un des fondements d'un État de droit et d'un État démocratique. Mais de manière concrète, est-ce que vous pourriez continuer à travailler maintenant ou vous devez attendre une autre décision? Là, ça veut dire une fois quand on va recevoir le jugement officiel, je pense selon la loi, à partir de là, on ne peut pas activer et on attend la décision, la réponse du Conseil d'État à notre demande du surseoir, l'exécution du jugement. Vous êtes d'accord, Ali Barklef, une manière de faire taire encore une voix, celle d'une association qui était visible, qui défendait le droit et qui était très active depuis le début du Hirak et même avant? On a d'abord commencé par arrêter les personnes jugées influentes au sein du mouvement populaire, au sein du Hirak. On a commencé par fermer les espaces médiatiques et publics, de l'expression publique, soit par des manifestations ou dans les médias. Et puis là, on passe à une autre étape, c'est celle d'utiliser la justice pour faire taire toutes les voix discordantes, tous ceux qui peuvent dire non au système. Vous remarquez avec moi que même les médias privés maintenant, à part quelques médias électroniques et 2 à 3 journaux, personne ne couvre plus les activités, y compris des partis légaux. On a même donné des instructions à certains médias de ne pas couvrir le PT, le RCD, le FFS. Enfin, le FFS, quand il décide de ne pas participer aux élections, j'ai assisté, pour l'anecdote, à la réunion du Conseil national où ils ont décidé de ne pas participer à l'élection législative. La caméra de l'UNTV, le camion de l'UNTV était là, les médias publics étaient là, ils ont couvert l'ouverture de trucs, mais dès que le FFS a annoncé le boycott, c'est fini, on ne couvre plus. Et c'est exactement ce qui se passe avec tout le monde aujourd'hui. On marche dans leur démarche, on est banni de l'espace public, médiatique et même dans la rue. J'ajoute à cela que, comme l'a dit Abdouhab tout à l'heure, il y a une volonté de revenir non pas à la période des années 90, mais à avant. Ils sont en train de nous dire, tout simplement, je vais résumer un peu, mangez, dormez et taisez-vous. Voilà, le reste on s'en occupe, on est là pour vous. Vous avez vu que les responsables, même lorsqu'ils parlent des syndicats, ils vous disent « Mais nous, on connaît leurs intérêts mieux qu'eux, on est les premiers concernés, c'est nous qui décidons, on sait que vous êtes en difficulté, mais ne faites pas grève parce que si vous faites grève, ça veut dire que vous avez été actionné par l'étranger ou par des forces malveillantes. Tout le monde deviendra désormais un ennemi dès qu'il s'oppose à ce que fait le système. أستاذ زاهي، من جانب الاستئناف كان استئنافين، استئناف ضد القرار وضد تنفيذ القرار. كاين هذا حكم محكمة إدارية
ينفذ بمجرد تبليغ الحكم والصيغة التنفيذية. الجمعية الآن عندها إجراءين، أنها على مستوى مجلس الدولة تسجل استئناف وتسجل قضية استعجالية لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية. هذا الإجراء الذي يتكلم عليه بطبيعة الحال ترفع دعوى استعجالية طلب توقيف تنفيذ هذا الحكم باه يمكن الجمعية من ممارسة نشاطها إلى غاية الفصل النهائي على مستوى مجلس الدولة. هذه من حيث الإجراءات. هذا بخصوص إجراءات المحكمة. إذا كان في سؤال واحد آخر. Donc voilà, après cette décision de l'association RAJ, il y a d'autres décisions évidemment qui vont quasiment dans cette direction, notamment le réquisitoire contre le militant Mourad Qassimi, 10 ans. Réquisitoire de 10 ans contre lui, réquisitoire de 3 ans contre Karim Tabouyer, 3 et 5 ans contre Amir Abouraoui. Sur une autre affaire, le procès en appel de notre consoeur Kenza Khatou a été reporté au 25 novembre. Vous étiez présent hier, Maître Zerhi, au procès de Karim Tabou, réquisitoire de 3 ans. Est-ce que vous êtes optimiste sur cette affaire ? بالنسبة لقضية كريم طابو فيما يخص القضية المطروحة على مستوى مجلس قضاء تيبازا، طبيعة الحال النيابة تابعت سي كريم طابو بتهم المعروفة واللي ألفها الحراكيين، وهي المساس بسلامة وحدة الوطن، والمادة 74 تتعلق بعرقلة أو إضعاف معنويات الجيش. هذا النصين مادة 74 و 79 عليهما يعني دهر من الزمن، بالمفروض أنهم يتغيروا لأنهم ما يحدوش وش هي سلامة الوحدة الوطنية. وهذيك عرقلة مرور العربات العسكرية في وقت اللي كانوا لي ديفيلي، وقت الرئيس يخرج يعني مش معقولة. النيابة من حقها، لأنه عندها من الناحية القانونية النيابة عندها سلطة الاتهام نقولوا أو الملائمة، أنها تطلب العقوبة التي تراها مناسبة. أما بالنسبة لي في قضية كريم طابو، القضية هذه تم نفس الوقائع، تم محاكمة كريم طابو على مستوى مجلس قضاء الجزائر، واللي أصدر بها أحكام نهائية. والقانون والدستور يمنع أنه أي شخص يتابع على نفس الأفعال مرتين. إذن المفروض احنا ولذلك قدمنا دفع شكلي بسبق الفصل في القضية هذه، لأنه كريم طابو بنفس المحضر نفس الأفعال توبع في القليعة، محكمة القليعة، وتوبع بعد ما غرفة الاتهام أصدرت قرار بإفراج عن كريم طابو، غدوة من ذاك توكل وأعيد متابعته بنفس الجرائم على مستوى محكمة سيدي محمد. المفروض أنه المساس بسلامة الوحدة الوطنية ما أعرفه الآن أنه كل محاكم الجمهورية راهي تحكم بالبراءة في المادة، وإحنا تقدمنا بطلب بعد من دستورية هذه المادة. بالنسبة للأفعال تاع المادة 74 المحكمة برأته، لأنه هذه المادة لا تنطبق على سي كريم طابو. ما المفروض أنه كما قلت في الأول، بما أن كريم طابو قد سبق له أن توبع بنفس الجرائم، إن شاء الله يكون قرار في صالح كريم طابو إن شاء الله. Sur une autre affaire, évidemment, il y a cette crise politique entre l'Algérie et la France, entre l'Algérie et le Maroc aussi. Le discours de Abdelmajid Tebboune, c'était l'image marquante de Maître Zerhi. Vous avez suivi le discours et qu'est-ce qu'on peut dire sur la réaction de l'Algérie aujourd'hui à cette crise avec la France? Non, c'est une réaction, effectivement, elle est suivie par beaucoup d'Algériens, et surtout autour de la question de la mémoire. Donc beaucoup de réactions. Moi, ce qui m'a marqué dans surtout sur la question, ce qu'on dit France-Algérie, c'est la réaction des Algériens à l'intervention de Macron, quand elle a parlé de l'existence de la nation algérienne. Donc là, tu vois qu'il y a une maturité des Algériennes et des Algériens qui font la différence déjà entre un État, son histoire, son identité, ses valeurs et leur lutte
leur lutte pour le changement du régime. Donc, quand j'ai vu les réactions sur le terrain des Algériens un peu partout, ça rassure que les Algériens sont fiers de leur... ils étaient les premiers défendeurs de la nation algérienne, ses origines et ses valeurs et ses principes. Sinon, concernant le discours dans sa globalité, donc malheureusement, donc on voit que le contenu d'une manière générale, ça ne rassure pas les Algériens sur l'avenir de l'Algérie. Il n'y a pas quelque chose de concret. Au contraire, on sent que l'Algérie va vers le flou, vers l'impasse sur le plan économique, sur le plan et politique et sur le plan aussi régional, géostratégique, vu ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, du côté Maroc. Donc il y a effectivement des menaces, il y a la situation instable du côté du Maroc, au Sahel, où ça nécessite pour faire face à cette situation, soit à l'intérieur et à l'extérieur, à renforcer réellement sur le terrain le front interne. Pour reprendre la phrase utilisée par le régime en place, par le pouvoir, à chaque fois ils nous disent qu'il faut la stabilité du front interne, mais le front interne ne peut pas le stabiliser avec la répression, avec la fermeture de champs politiques et médiatiques, avec l'emprisonnement des militants. Vous avez cité, donc il y a des cas, il y a des centaines aujourd'hui d'Algériens qui croupissent dans des prisons pour des chefs d'inculpation fallacieux, vides, atteinte à l'unité nationale, vagues, tout le monde peut l'interpréter. Même dans le dossier du RAJ, les activités ordinaires que RAJ a l'habitude d'organiser depuis sa création à ce jour, 28 ans après, ils se sont rendus compte que ces activités peuvent porter atteinte à la stabilité du pays. Donc le Front National, il se renforce par le respect de la liberté, par le respect, garantir aux Algériens d'exercer leur citoyenneté. Ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas avec l'approche sécuritaire, en interpellant des gens, en fermant le champ politique, médiatique. Avec cette approche sécuritaire, ça ne peut qu'aggraver la crise et prolonger la crise. Et de cette manière, nous sommes en train, ça veut dire l'Algérie va droit dans le mur sur tous les plans, politiques, économiques, social et même régional. À l'époque, vous avez suivi le dossier algéro-français pour liberté. Comment vous avez trouvé les réponses du président Tebboune sur la crise entre l'Algérie et la France? Je pense qu'au-delà du style qui est propre à chacun, je pense que la réaction a été à la mesure de la crise, parce que la crise, elle est latente, elle est là depuis des mois, hein, contrairement à ce qu'on présente aujourd'hui. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes liés à l'immigration clandestine et même d'autres natures, parce que apparemment il y aurait des Algériens, enfin ceux qui se présentent comme Algériens en France et qui souhaiteraient rester en France parce qu'ils se présentent qu'Algériens alors qu'ils ne le sont pas, par exemple. Il y a beaucoup de problèmes de ce type. Et puis franchement, pour la première fois, les déclarations, Emmanuel Macron a réussi à mettre tous les Algériens en opposition et pouvoir contre lui parce qu'il a touché à un point. C'est un service rendu au pouvoir, absolument, parce que là, il s'est attaqué au système d'accord, mais qu'il s'attaque comme ça à l'histoire du pays en se posant des questions sur le passé, alors qu'en réalité, selon ce que j'ai compris, il voulait s'attaquer beaucoup plus à la Turquie qu'autre chose, d'autant plus que le lendemain, il a été démenti par Benjamin Stora lui-même qui a dit que l'Algérie existait comme État avant, parce que ce que n'a pas dit Emmanuel Macron, c'est que même l'État français n'existait pas comme État-nation. Ce n'était que vers le XVIIIe siècle que ces États existaient comme les États que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est un débat d'historiens, de spécialistes, mais pas de nous. Mais effectivement, ça a donné une perche aux autorités algériennes pour jouer encore sur la fibre de l'ennemi extérieur comme elle en joue sur la fibre de l'ennemi intérieur. Ça va rajouter aussi à la friction, à la guerre qui existe, la guerre froide qui existe avec le Maroc. Mais contrairement au Maroc, parce qu'au Maroc, il faut dire que cela fait des années qu'il n'y a plus de relation entre l'Algérie et le Maroc. C'est-à-dire ce que les autorités algériennes ont fait n'était en fait que la concrétisation d'un fait accompli qui était déjà là depuis des mois. Mais avec la France, je suis quasiment certain que les choses vont rentrer dans l'ordre dans les prochains jours. Il y aura déjà il y a les déclarations du ministre français des Affaires étrangères qui a calmé le jeu.
il y aura un discours d'Emmanuel Macron le 17 octobre. Je pense que les choses vont se tasser, on va passer à l'essentiel qui fait que les deux pays ont des relations très profondes sur le plan humain, parce qu'il y a énormément d'Algériens qui vont et qui partent des deux côtés. Il y a aussi des relations économiques et même sécuritaires entre les deux nations. Visiblement, il y aura une annonce importante du président français le 17 octobre. Maître Zahi, la crise algéro-française et les propos d'Emmanuel Macron et la réponse de Abdelmajid Tebboune dans l'interview que nous avons tous regardée. أنا سأخذ هذه من نظرة مغايرة. لما تتابع شباب جزائري بين على مستوى التواصل الاجتماعي درت دراسة وتابعت دراسة تاع حوالي 100 شاب جزائري بين 18 و 30 سنة. يعني حاجة إيجابية أنه الشباب الجزائري أصبح يهتم بالتاريخ تاعه. والحراك الشعبي ثبت باللي الشعب الجزائري اوعى من السلطة تاعه. مشكل بين الجزائر وفرنسا مشكل طويل وعميق ولا يحل بتصريحات من طرف الجانبين، لأنه يجب القيام بإجراءات عملية حقيقية. وأنا أقول دائما الآن الخطاب السياسي يتغنى بنجاح الدبلوماسية الجزائرية. أنا أقول الدبلوماسية الخارجية هي وجه للجبهة الداخلية. لا يمكن أن تكون هناك دبلوماسية خارجية والجبهة الداخلية بهذا الشكل. هل مشاكل الجزائريين هذه الحوارات الجانبية؟ مشاكل الجزائريين عندك 1500 حراك كل 72 ساعة يخرجوا من الجزائر. ما هو الإجراء؟ هل مشكلة النظام الجزائري هي مشكلة مع جمعية راج؟ العكس، المفروض أنه يقوي جمعية راج للقضاء على أزمة الحرقة والعديد من الأزمات. إذن المشكل الفرنسي الجزائري بين النظامين شاهدناهم باللي كانوا في زوج ضد الحراك ورايحين يتفاهموا، والمشكل لا يطرح إطلاقا، بالرغم من أنه ما صرح به ماكرون غير مقبول لا من ناحية العلاقة الدولية ولا الأخلاق السياسية. وأنا لا أحتاج حتى الناس اللي راهم يطالبوا في البرلمان ويطالبوا في النواب بقانون تجريم الاستعمار أو الاعتداء. أنا لا أريد طلب الاعتداء. احنا شعب جزائري، أمة جزائرية عندها تاريخها 130 سنة، عندنا شهداء 500 مليون ونص من الشهداء، عندنا تاريخنا وأعطينا لفرنسا الاستعمارية درس. من نحتاج الاعتذار. أنا وجودي لا يرتبط بدولة أخرى، وهذا الخطاب اللي في السلطة اللي يأكد أنه في كل مرة خطاب وتحس وكأن ما زال فيه إحساس باللي الجزائر ما هيش منفصلة. احنا في الحراك تجاوزنا كل هذا الخطاب. ترك الآن العيب على السلطة الجزائرية، وين اللي المفروض تفتح باب الحريات، تعطي حرية المبادرة، وخلونا الجزائر هذه بعد 10 سنين نشوفوها. الفعل هو اللي يخليك قوي. Et vous avez parlé du phénomène des haragas. Il faut juste préciser que dans cette interview, aucune question n'a été posée sur le phénomène de haraga, qui est un peu le drame national aujourd'hui, et aucune question aussi sur les journalistes emprisonnés et sur les détenus d'opinion. Une question, Abou Falsaoui. Est-ce qu'il nous est interdit aujourd'hui de critiquer la politique étrangère de notre pays ? Logiquement, dans un pays qui se respecte, dans un pays démocratique qui respecte ses citoyens, il faut donner la possibilité aux Algériens de s'exprimer, de donner leur point de vue sur la politique extérieure, sur les différentes politiques nationales suivies en Algérie. Réellement, aujourd'hui, la politique, le développement du pays n'est pas une affaire du président ou du gouvernement, quelle que soit leur capacité, quelle que soit leur intelligence, quel que soit s'ils sont vraiment des patriotes et tout. Donc c'est une affaire de tout un peuple. Donc il faut ouvrir un débat sur la diplomatie, il faut ouvrir un débat sur le développement, quelle économie voulons-nous, quel projet de société voulons-nous. Donc on va débattre de l'école, de l'université, de l'emploi, de la diplomatie, des relations de l'Algérie, des Algériens
Algériens basés à l'étranger, le rôle qu'ils peuvent... Donc réellement, dans un état de droit, on va parler de tout sans tabou. Mais sans tabou et sans restriction, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est malheureux. On sent que le peuple algérien, qui est vraiment la source de la souveraineté d'un État, qui est la source de la force d'un gouvernement, d'un président, d'une armée, et il est mis à côté. Donc, en quelque sorte, on sent que le peuple, on n'a pas confiance. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas confiance du peuple algérien. C'est comme s'il n'est pas mûr, il n'est pas capable de prendre les décisions, de donner son point de vue sur des questions bien précises. Alors qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une confiance entre les citoyens et ces institutions de l'État, l'État avec ses institutions ne peut pas aller très loin. La force d'un président, la force d'un gouvernement, la force d'un parlement, la force d'une armée réside dans la confiance de son peuple, la confiance que donne le peuple à ses institutions. Ali Boukhlef, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, de plus en plus nombreux, qui disent « Ok, on peut critiquer la politique interne, mais quand il s'agit de politique externe, il ne faut pas critiquer ce pays, c'est-à-dire rejoindre la position officielle, notamment concernant la France et le Maroc, et nous y reviendrons. » C'est un discours qui ne date pas d'aujourd'hui, il faut être honnête, ça a toujours été le cas, et lorsqu'il s'agit de... Mais c'est un concept aussi qui existe dans d'autres pays, même en Europe, dans les pays occidentaux, qui vous disent à l'étranger, je ne critique pas mon pays, ou alors quand il s'agit d'une crise internationale, je soutiens mon pays. Alors il y a deux niveaux de lecture. Le premier, c'est que tout le monde admet que c'est les autorités qui sont en place qui conduisent la politique étrangère du pays, c'est évident. Mais lorsqu'il s'agit de grandes crises, dans les grandes démocraties, le pouvoir consulte l'opposition. Au moins l'opposition parlementaire, comme ils le disent. Mais ça n'empêche pas les intellectuels, les journalistes, les hommes politiques de critiquer certaines orientations lorsqu'il s'agit notamment d'actions qui peuvent attenter à la sécurité des Algériens ou qui peuvent probablement toucher à la sécurité nationale. On peut le dire sans être bien sûr taxé d'être traître, comme c'est malheureusement le cas chez nous. On peut avoir d'autres approches, d'autres propositions. Il y a des partis politiques qui ont dit que ce qui s'est passé avec le Maroc, par exemple, était excessif. Avec la France, moi je trouve que le comportement de certains opposants est très excessif parce qu'on a trop de sensibilité, parce qu'on n'arrive même pas à se situer comme des Algériens, comme des partis politiques vis-à-vis d'un autre pays qui est la France, avec qui nous avons des relations impossibles à rompre. Aujourd'hui, les gens se leurrent, ils disent n'importe quoi, c'est des critiques parfois épidermiques, juste comme ça, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale. Je suis désolé, ce sont des gens qui étaient dans le pouvoir, qui se sont allés en France, qui partent en France pour la moindre des choses, qui ont des comptes en France, donc il n'y a pas de leçon à donner là-dessus. Mais lorsqu'il s'agit d'une décision plus ou moins acceptable, on peut le dire aussi sans être taxé d'être proche du pouvoir, et c'est malheureusement le péché de certains opposants, de certains journalistes aussi, qui n'acceptent pas de donner un avis plutôt positif lorsqu'il s'agit d'une décision à la limite qui nous agrée lorsqu'elle est prise, mais dans une démocratie, rien n'empêche de critiquer, y compris la position pour la politique étrangère. السياسة الخارجية غير قابلة للانتقاد؟ العكس قابلة للانتقاد. بون ابار نقول باللي السياسة الأمنية ولا الدفاعية اللي غير قابلة، هناك أجهزة مختصة في حماية أمن واستقرار البلاد، هذه لا تناقش. أما مع ذلك فتلاحظون أن الديمقراطية كل مترشحين عنده نظرة كيفية نظرة في المجال الفلاحي، في المجال الرياضي، في المجال الخارجي، كيف ممارسة السياسة الخارجية. أنا أقول المشكل الحقيقي في الجزائر اللي راني نعاني منه وجود فراغ كبير، لأنه ما كاش برنامج دولة، لا يوجد لا برنامج داخلي ولا تصور للسياسة الخارجية بعد 10 سنين ولا 20 سنة. هذه الأمور السياسة الخارجية تبنى بناء على برنامج وتصور واقعي وعملي. وش خلى الجزائريين إذا نتكلموا على السيادة الجزائرية الحقيقية، أنا من وجهة نظري أنني نشوف لي زالجيريا في عواصم الغرب يتامى، ما كاش دولة جزائرية محتضنتهم، مشاكل النقل تاعهم. مواطن جزائري من هنا يروح يودر الباسبور تاعو، ما عندوش الحق في باري ولا في مدريد ولا باه يسترد حتى هويته.
ونحطوا هذاك المواطن الجزائري سون باسبور بدون وثيقة هوية في مشاكل لا حصر لها. تبدأ السياسة الخارجية باحترام المواطن الجزائري. كيف أنت في السياسة الداخلية تاعك تقهر في جمعيات، تحرم في شباب يكتب في الفيسبوك تحطه في الحبس وتحوس العالم يحترمك؟ مش معقولة. هذه سياسة الخطابات الشعبوية هذه اللي من السبعينات ما بقاتش. رانا في ظرف أنا متمني نسمع سياسي في الجزائر يعطيني على تصور الجزائر ولا برنامج الجزائر بعد على الأقل بعد 10 سنوات. ما كاش برنامج لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. وكي نقولوا الكلام هذا باسكو يطاكسيو فينا ما نحبوش بلادنا، وجودنا ونضالنا ومعيشتنا باسكو نحبوا البلاد هذه، ولا حوسوا الناس كاع يهربوا من البلاد. نهار تكون الجزائري راه تائه. انا نتكلم مع ناس جزائريين راهم تايهين، يشوفوا في دول العالم كاع تخدم في المواطنين تاعها، تحل المشاكل تاعهم. هل يعقل في بلاد في العالم 1600 كيلومتر يخرجوا لك كل يوم 2000 لا السلطة تتكلم، لا موجود نقاش على مستوى القنوات العمومية ولا الخاصة، لا محاولة خلق جمعيات لمعرفة أسباب الأزمة هذه، إلا العدالة اللي راهي تمشي في البلاد هذه. Et la dernière information qui est venue aujourd'hui, c'est celle de ce communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale de la police qui parle de la découverte d'un complot qui date de 2014 avec la complicité d'Israël et d'un autre pays d'Afrique du Nord, en l'occurrence le Maroc. Et ce complot consistait à organiser une action armée à l'intérieur du territoire algérien en complicité avec des partis séparatistes. Bon, ça c'est une information purement sécuritaire. Donc s'il y a bien sûr des tentatives dans ce sens pour ce terroriste, pour déstabiliser le pays, bien sûr les services de sécurité ils vont faire leur devoir de protéger le territoire national et au niveau national. Mais ça veut dire l'utilisation de la question de terrorisme dans le contexte actuel. Donc on a l'intention, malheureusement les Algériens, on a cru de tourner la page avec cette question de terrorisme. On a vécu quand même 10 ans de terrorisme. Malheureusement, ces derniers jours, donc, il y a ce discours qui n'est pas rassurant, à chaque fois on parle qu'il y a du mouvement terroriste, des tentatives. Donc, ça ne rassure pas et ça met la situation floue. Donc, on n'a pas vraiment une vision claire sur cette question, surtout quand on parle du terrorisme. Moi, ce qui me gêne, c'est cet arsenal judiciaire de loi qui est sur place, notamment l'article 87 bis, qui expose tout le monde, tous les militants d'être taxés de terroristes. Quelqu'un qui revendique le changement du régime. L'Assemblée nationale a dénoncé ce recours systématique à cette accusation. Exactement, donc elle est restée vague sans définir c'est quoi l'acte terroriste. Donc on sent c'est tous les militants des droits de l'homme en Algérie qui se plaignent que cet article il doit être supprimé. Ce n'est même pas abrogé, mais il doit être supprimé parce que c'est une atteinte aux libertés, aux droits de la personne humaine. Sinon, la lutte contre le terrorisme, l'Algérie a souffert durant les années 90. Nous espérons que nous n'allons pas revivre, ça veut dire revenir aux anciens paradigmes, de revivre une telle situation. On ne l'espère pas. Je pense qu'on a dépassé, on veut bien dépasser cette période. Ali Bourlef, votre journal va certainement traiter cette information, un complot qui remonte à 2014. Qui dit 2014, ça rappelle aussi le 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika aussi. Écoutez, il s'agit d'une question, enfin c'est une annonce et on nous annonce un reportage dans la télévision gouvernementale parce que je ne reconnais pas l'existence du média public dans ce pays. Il y a des médias officiels, donc le média d'État, si on peut les appeler, parce que c'est l'un des rares pays où ça existe encore ce genre de comportement, donc on verra ce que ça donnera. Mais moi, je voudrais juste rajouter ce qu'a dit Fersaoui sur l'affaire du terrorisme. L'article 87 bis, est-ce que vous savez que Arqalat Harakat al-Moral, ça peut être considéré comme terroriste?
Obstruction à la circulation routière, ça peut être... Parce que c'est un article qui a été tiré de 1991, donc des actions du fils à l'époque qui occupait la voie publique en 1991. On lui a rajouté quelques détails cette fois-ci pour accuser n'importe qui d'attroupement. Par exemple, les accusations d'attroupement dont on a accablé certains militants, ça peut être maintenant étendu à une action terroriste. Parce que dans tous les pays du monde, une action terroriste, c'est connu, c'est une explosion, c'est d'avoir tué quelqu'un, je ne sais pas, c'est clair. Mais là, on nous sort toute une panoplie d'articles qui peuvent être interprétés comme étant des actions terroristes. Maintenant, si vous, par exemple, vous dites qu'un tel groupe, pour moi, n'a jamais fait d'appel au meurtre, vous pouvez être accusé de soutenir un groupe terroriste. Dans l'affaire, par exemple, du Djomak, puisqu'on en parle, je ne vais pas entrer dans le détail de la justice, pas qu'on ne m'accuse pas d'entrave à l'action de la justice, mais il s'est avéré que beaucoup d'anciens militants du MAC, par exemple, que je connais personnellement, que beaucoup connaissent, ne sont plus dans ce mouvement depuis 15-20 ans, depuis 10 ans. Notamment le journaliste Hassan Boulas, qui a Hassan démissionné. Boulas, non, ça c'est Rachid. C'est Rachid. Qui a démissionné de Rachid. Mohamed Mouloudj ne fait pas partie du MAC. Il a eu probablement des contacts avec des gens de ce mouvement, mais c'est un journaliste qui peut avoir des contacts avec tout le monde à n'importe quel moment de son activité, mais il faudrait prouver l'appartenance. Mais c'est incroyable, c'est hallucinant d'arriver à ce niveau-là. On a même arrêté un homme qui n'avait pas de jambes, qui n'a plus de jambes, le pauvre, et on l'a accusé d'avoir allumé le feu. Il faut arrêter avec ces actions-là approximatives. On accuse des gens comme ça sans preuve matérielle, mais à la limite, laissez les gens libres, et puis ils vont pouvoir s'exprimer devant la justice si vous avez des soupçons. Mais le problème, c'est qu'on est en train d'accuser tout le monde. Quant aux actions de lutte contre le terrorisme international, ça relève des autorités sécuritaires. Bon, on n'a pas accès aux informations, donc je préfère personnellement ne pas me prononcer sur ça. Maître Zahi, vous avez recours à ces affaires, accusations systématiques d'appartenance au MAC et à Rachid. Et dans son discours, le président de la République a même dit que même le MAC a reconnu qu'il avait acheté des armes. C'est ça. Oui. بالنسبة للمعلومة الأمنية نرجع لي باس هذه الدولة الحديثة وشن هي عقد اجتماعي بين الشعب لتكوين دولة. هناك سلطة، هناك سلطات، هناك قانون يجب أن يحترم القانون ويطبق على الجميع. هذا هو وجود الدولة. السلطات الأمنية اختصاصاتها محددة، أنها تبحث عن المعلومة، تحافظ على حماية الوطن، تستبق المعلومة لحدوث مثل إن ثبتت هذه المعلومات لا نستطيع أن نعلق على معلومات أمنية، وإذا ثبتت فالشعب الجزائري برمته سيساند السلطات الأمنية والسلطات السياسية في منع أي اعتداء على الجزائر. هذا شيء مفروغ منه. نجي للقضية المادة 87 مكرر التي عدلت بطريقة استعجالية، مادة خطيرة تمس بأركان دولة، تمس بالجمعيات، تمس بالأحزاب، تمس بالمواطنين، غير مقبولة. القوانين في كل العالم لإصدار قانون لازم له وقت طويل من دراسة وفتح نقاش بين المختصين، بين القانونيين، المحامين، قضاة، أساتذة المجلس الدستوري، أساتذة في الجامعات، ديبا في البرلمان. احنا هذا قانون كما هذا وراه قانون خطير ونتائجه ستكون عكسية وخطيرة على المجتمع، مما قد أنا خايف حتى تهدد الكيان الدولة الجزائري. هذا القانون اللي يمس بحياة الناس شحال داروا في أسبوع؟ كل الطريقة اللي صدر بها القانون والإجراءات كلها غير دستورية، لأنه لا المجلس الأعلى للأمن هيئة استشارية في الدستور صنف قبل أن يصنف القانون. احنا عندنا مادة قانون العقوبات، المادة اللي كانت تحدد واش هما الأفعال الإرهابية. يجي مجلس الأمن وبقرار سياسي يبدل التصنيف ومن بعد يديروا قانون به يصادبت مع يعني مش منطق. وكون كتبتها في وقتها باللي من المستحيل ينجح قانون بالطريقة هذه. القوانين صدرت باستعجالية وفي إطار سرعة للقضاء على الحراك وفي إطار صراع تاع عصب.
لا يبنى القانون بالطريقه هذه، القانون بالطريقه هذه يضر اكثر من اللازم. اما عمل السلطات الامنيه عمل دستوري تقوم بها لحمايه البلاد. Juste un détail sur la loi, il y a un autre problème encore plus dangereux, c'est la rétroactivité des lois. Alors, يستعملوا القوانين بأثر رجعي. On applique des lois de 2021 sur des faits qui sont supposés s'être produits il y a 20 ans. C'est quand même pas normal ça. On a arrêté quelqu'un qui est accusé d'être fondateur du MAC alors qu'il a quitté le mouvement il y a au moins 5-6 ans publiquement. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on l'accuse parce qu'il a assisté en 2000 à une réunion de la création du MAC. Et ça, c'est le cas aussi de Mouloudj. Apparemment, les contacts qu'on lui aurait rapprochés alors qu'il n'en existe même pas, ça remonte à des mois et des mois. C'est des écritures sur Facebook, mais c'est pas possible. On n'applique pas une loi de 2020, plutôt en 2021, pour des faits qui se sont produits avant. Ça n'existe pas. Rapidement. ما حبيتش ندخل في الاجراءات التقنيه. حتى القانون صدر بامريه ومن المفروض كان يعرض على البرلمان للمصادقه عليه. ما تمتش المصادقه عليه لانه راح تكون نقاش، وكان من المفروض انا نطالب بالنواب لانه هذا القانون هذا راه يمس بحياه وحريات المواطنين. مش معناه على بالك واش معناه تتهم واحد ارهابي. Et bien sûr, un mot, il faut le dire, sur ces tensions entre l'Algérie et le Maroc. D'ailleurs, dans son dernier discours, le chef de l'État en a parlé. Et d'ailleurs, ce qui avait attiré l'attention, c'est que le mot guerre a été prononcé plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela, Abdelhaf El-Saoui? Bon, le mot guerre, pour moi, il faut éviter la guerre. Hein. Donc, quand il y a guerre, ça veut dire qu'il y a l'échec du politique. Donc, il ne faut pas, c'est partout, il faut toujours privilégier des solutions politiques. Certes, ce qu'a fait le Maroc, je ne dirais pas le Maroc en tant que peuple, parce que je n'ai pas de problème avec le peuple marocain. Nous, on n'a pas de problème. Il y a beaucoup d'Algériens, Marocains, des Marocains qui vivent en Algérie. Il y a des relations. Donc, je ne dirais pas deux peuples. Réellement, nous sommes un seul peuple entre les Tunisiens, les Marocains et les Algériens. Donc, c'est un peuple qui a milité pour son indépendance. Mais cela n'empêche pas de dire ce qui a fait le régime marocain récemment avec cette déclaration concernant la Kabylie, qui a demandé, qui a soutenu l'autodétermination de la Kabylie de cette manière. Et même sa politique extérieure, bon, elle est libre, mais normalisée avec Israël et tout, donc d'installer ce qu'on entend, il y a des bases militaires. Donc ce qui a fait le Maroc, effectivement, c'est à dénoncer le régime, je dirais bien. Le régime marocain, c'est à dénoncer, c'est inadmissible personnellement, mais il faut privilégier pour moi, dans le contexte actuel, les solutions politiques parce que c'est deux peuples, il s'agit d'un seul peuple, il n'y a pas de problème entre les deux peuples. C'est le cas aussi entre l'Algérie et la France. Oui, c'est un ancien colonisateur, mais il y a aussi 5 millions d'Algériens en France. Aujourd'hui, nous sommes condamnés, c'est dans l'urgence d'assurer une stabilité dans la région Afrique du Nord, dans la région du bassin méditerranéen. On n'a pas le droit, l'Algérie, depuis l'indépendance à ce jour, elle a tout le temps privilégié sur ce point, je suis tout à fait d'accord, ça veut dire de privilégier la solution politique avant d'aller vers la confrontation. Donc on ne souhaite pas d'aller vers la confrontation ni avec le Maroc, ni avec les pays du Sahel, ni avec la Libye, ni avec d'autres pays. Et on veut rétablir la paix, qu'il y ait des bonnes relations entre les peuples, qu'il y ait la liberté de circulation et surtout de construire cet espace maghrébin, nord-africain, qui fait partie de l'un des objectifs de la guerre de libération nationale, déjà qui existe dans la déclaration du 1er novembre et même dans les orientations du congrès de la Sommam. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, qui utilisait toujours l'expression Algérie exportatrice de stabilité. Oui, c'est possible, il peut jouer son rôle comme étant exportatrice de stabilité, mais cela dépend aussi de la situation interne. Donc on ne peut pas exporter la stabilité, on peut le faire, l'Algérie peut le faire, il a les moyens sur tous les plans, mais pour exporter cette stabilité, il faut qu'il y ait tout d'abord une stabilité au niveau national. Et la stabilité au niveau national, il faut qu'il y ait la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État. Cette confiance, elle ne peut être rétablie que
par le respect des libertés, des droits des Algériens de s'exprimer, de s'organiser en toute liberté et de participer dans la gestion des affaires publiques. Participer dans la gestion des affaires publiques, c'est de participer dans tout le processus de prise de décision, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ali Boukhlef. Je voulais juste dire que, nonobstant la décision de couper les relations, les Marocains, enfin le régime marocain, a joué un jeu qui n'était pas clair et qui était malsain à mes yeux, parce qu'avoir des relations avec Israël, c'est son problème, ça relève de la souveraineté du Maroc, mais c'est la finalité, enfin, l'arrière-pensée de ces relations-là qui pose problème, parce que faire venir le ministre des Affaires étrangères d'Israël à Rabat pour menacer indirectement l'Algérie, ce n'est pas acceptable, personne n'acceptera, y compris parmi les gens de l'opposition. Et vous allez voir qu'il y aura une visite du ministre de la Défense israélien au Maroc dans les prochains jours, qu'on ne dise pas aussi que c'est innocent. Il y aura il y a eu la visite du Premier ministre aussi, il visitera Israël dans les prochains jours. Il y aura des manœuvres aussi maroco-israéliennes parce que visiblement ce que cherche le Maroc, c'est de trouver une autre manière de se protéger, de s'abriter derrière Israël pour se protéger contre ce qu'elle considère comme étant une menace algérienne. Mais personnellement, je ne pense pas qu'on arrivera jusqu'à une guerre militaire entre les deux pays. Il y a un froid diplomatique qui est là depuis très longtemps. Il y a le problème des frontières qui se pose. Il y a le problème de l'arrivée massive de la drogue du côté marocain qui arrive ici. Ça ne veut pas dire que les Algériens, les autorités algériennes, enfin le régime algérien est un ange, mais il y a parfois des actions qui justifieraient certains actes. Et celle-là, notamment l'arrivée d'Israël dans le giron du Maroc, ça pose de vrais problèmes pour la stabilité de la région. نبقى دائما في الفكرة الأساسية. السياسة هي الاستشراق. نظرة مستقبلية قبل حدوث مشاكل. أتفق مع ما قاله سي فرساوي عليه بأن تصرف المخزن المغربي بخصوص مطالبة استقلال منطقة في الجزائر عمل إجرامي ضد الدولة الجزائرية. ضد خارج إطار العلاقات الدولية والدبلوماسية غير مقبولة إطلاقا، وهو هجوم على الدولة الجزائرية وليس على السلطة الجزائرية. استعمال أرض مغرب اللي عندنا جار وعلاقات تاريخية قديمة لتهديد الجزائر عمل إجرامي غير مقبول. يبقى الآن كلمة حرب معناه دمار. هل الشعب الجزائري والشعب المغربي في حاجة للحرب؟ مشاكلهم راهي مدمرتهم. ما هي إرادة الشعب الجزائري والشعب المغربي؟ السلطات في المغرب أو في الجزائر يجب أن تخضع لإرادة الشعبين. أنا أتعجب كيفاش سياسيين في سنة 1900 من وقت نجم شمال إفريقيا ومن وقت الحركة الوطنية كان عندهم برنامج. أنا سي عبد الحميد مهري الله يرحمه كان عندهم برنامج على 50 سنة يحققوا الوحدة المغاربية. كيفاش نجيو في 2020 نولوا نتكلموا نستعملوا في خطاباتنا كلمة حرب. حرب معناه الدمار ما يسلك فيها حتى واحد. إذن وهذا هو المشكل، لأنه الفراغ السياسي اللي موجود في الجزائر وعدم وجود تصور حقيقي لكيفية معالجة قلت لك الداخل أو الخارج ورؤية واضحة. الآن التسيير السلطة الحالية الجزائرية كل واحد ويبيع في حانوت كل يوم يمشي حواله ويشوف وهكذا ليس في ثقافة الدولة. Merci Maître Zahi, merci à vous. L'émission touche à sa fin. Merci d'être venu à Abdullah Falsaoui. C'était votre première réaction après l'annonce de la dissolution de Raj. Merci Ali Boukhlef d'être venu. Merci aussi Maître Zahi. Ali Boukhlef aussi, votre confrère Rabah Kalash sera donc finalement libéré le 18 octobre. Il sera tout de même condamné. Il faut qu'il soit condamné après avoir purgé sa peine 6 mois ferme. Nous saurons plus tard s'il fera appel ou pas. Parce que pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas eu encore appel. Une pensée également pour les 3 autres journalistes emprisonnés, Mohamed Mouloudj, Hassan Bourras
et Messoud Djennah, qui a été placé sous mandat de dépôt à Djidjil pour avoir fait des posts dénonçant la corruption dans la zone franche de Bellara à Djidjil. Il faut rappeler juste qu'il a plus de 70 ans. Une pensée également aux 2 journalistes marocains emprisonnés, Omar Radi, Slimane Raissouni, qui a vu son procès en appel reporté encore une fois aujourd'hui, et une pensée également pour tous les détenus d'opinion. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.